Bonjour, alors aujourd'hui je vous accueille avec une photo un petit peu horrible, c'est celle de la cuisse d'une personne qui est attaquée par la fasciite nécrosante, c'est une bactérie, et cette bactérie résiste à de très nombreux antibiotiques, et en gros cette personne a des parties de sa jambe qui sont en train de se nécroser, c'est-à-dire de mourir tout simplement. Toutes les parties noires sont mortes, et cette maladie peut entraîner soit une amputation d'un membre, soit tout simplement la mort de la personne. Donc ce problème de multirésistance aux bactéries, chez les bactéries est très important dans le monde et de plus en plus important. Si on regarde quelques chiffres, vous avez dans ce document le nombre de morts à travers le monde en 2017 à cause de résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire qu'environ 700 000 personnes sont mortes parce que les bactéries qu'ils avaient contractées, qui les infectaient, étaient devenues résistantes à des antibiotiques. Donc tout simplement, on n'a pas pu les sauver, on n'a pas pu les soigner. Ce qui est attendu en 2050, c'est qu'il y aura à peu près 4,5 millions de morts en Asie, en Afrique et en Europe à cause de ces résistances aux antibiotiques, soit près de 14 millions de morts à prévoir chaque année à partir de 2050 à cause de ces problèmes de résistance. De façon plus générale, depuis 70 ans, on observe une augmentation du nombre de cas de résistance bactérienne. Et cela pose un énorme problème de santé publique, de santé pour chacun, mais aussi pour la société. Parce que vous savez très bien qu'on peut transmettre facilement des maladies à une personne. Et donc ce nombre de morts, environ 700 000 en 2017, ne cesse d'augmenter. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui essayer de comprendre et d'expliquer comment la résistance de certaines bactéries est-elle possible face à des antibiotiques. Et bien sûr, on essaiera de voir quelles en sont les conséquences sanitaires. Alors, attaquons avec le document 1. Dans ce document, vous devez montrer qu'il existe une relation entre la consommation d'antibiotiques en Europe et l'augmentation de la résistance bactérienne des pneumocoques. Les pneumocoques sont des bactéries qui sont toutes rondes. Un coque, c'est une bactérie ronde. Et pneumo, c'est des bactéries donc, qui contaminent et qui infectent les poumons. Donc, si on regarde ce document, vous avez à gauche un diagramme en bâton avec les deux antibiotiques qui sont consommés par an pour 1000 habitants en France, en Italie et en Suède. Vous avez différents noms antibiotiques, bon, on va pas voir le détail, c'est un peu inutile. Et à droite, vous avez la carte avec les différents pays d'Europe. Et chaque pays est coloré suivant euh, la résistance bactérienne qu'on observe chez les patients en moyenne. Ça va de inférieur à 1% à supérieur à 50%. Donc ce que l'on voit, c'est quoi? C'est que déjà les pays les plus touchés par une multirésistance sont la France. On est champion du monde pour ça, avec plus de 50% des bactéries qui deviennent multirésistantes aux antibiotiques. Bon, déjà, nous, de ce côté-là, on est un petit peu mal barré. Après, vous avez l'Espagne, la Pologne, l'Ukraine, entre 25 et 50%. Au contraire, à l'opposé, vous avez les pays du Nord, l'Islande, vous avez ici la Suède, vous avez le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark, qui n'ont que entre 1 et 5% de résistance de leurs bactéries aux antibiotiques. Donc on peut se demander, mais comment expliquer cela? C'est le rôle du diagramme à gauche. Et donc à gauche, on regarde en fin de compte trois pays, la France, l'Italie et la Suède. La France qui est en gros bonnet d'âne d'Europe parce qu'on a les plus grandes résistances aux antibiotiques. L'Italie qui est dans la moyenne, orange à peu près 10-25%. Et la Suède qui est un très bon élève avec entre 1 et 5% seulement de résistance. Ce qu'on observe, c'est tout bête, c'est que plus un pays donne 2 antibiotiques pour 1000 habitants à ses patients, et plus il sera en présence d'une multirésistance importante des bactéries. Par exemple, la France donne 120 doses pour 1000 habitants d'antibiotiques et a une résistance supérieure à 50%. L'Italie donne 100 doses et a une résistance entre 10 et 25%. Et enfin, la Suède qui donne très peu de doses, 40 doses pour 1000 habitants. Donc ça veut dire que les médecins distribuent peu souvent des antibiotiques. En Suède, on voit qu'il y a très peu de résistance, entre 1 et 5%, c'est quasiment infime. Donc on peut conclure qu'il existe une relation entre la consommation d'antibiotiques et la multirésistance des bactéries. Et cette relation, c'est la suivante. Plus la consommation d'antibiotiques est élevée, et plus la résistance est élevée. Quelque part, ça semble logique. La deuxième question vous demandez de montrer que l'apparition d'une antibiorésistance, c'est-à-dire une résistance aux antibiotiques chez une bactérie, est liée au processus évolutif de la sélection naturelle, et aussi au hasard des rencontres entre bactéries. Donc il y a deux questions sous-jacentes, pardon. Et ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est ce que c'est que la sélection naturelle. Donc, je vous donne une définition dans la fiche d'activité, en bas de page.
En gros, c'est quoi la sélection naturelle? Ben, c'est tout bête. C'est lorsqu'un individu vient au monde avec un allèle qui lui confère un avantage, cet individu aura plus de chances de survivre. S'il a plus de chances de survivre, il aura plus de chances de se reproduire. Et donc, il pourra transmettre cet allèle avantageux à ses descendants, qui à leur tour pourront davantage se reproduire, et ainsi de suite. Ainsi, la sélection naturelle, c'est la sélection des individus les plus aptes, les plus capables de se reproduire, grâce à la présence d'un allèle, ou plusieurs, allèles d'intérêt, qui les avantages au niveau d'un caractère. Par exemple, ici, le caractère avantageux, c'est la résistance aux antibiotiques, que certaines bactéries semblent posséder. Donc, si on transpose cette généralité sur l'exemple de la résistance aux antibiotiques, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez dû lire le petit texte qui est ici, et on vous dit que les bactéries sont des petits micro-organismes, tout petits, qui se multiplient toutes les 20 minutes. Ça veut dire que toutes les 20 minutes, une bactérie crée un descendant. C'est quasiment une croissance exponentielle, pour ceux qui font des exponentielles. Et lors de ce phénomène, comme pour toutes les reproductions chez les êtres vivants, il peut y avoir des mutations de l'ADN. Et ce taux de mutation de l'ADN est donné par le graphique à droite. En gros, on voit quoi? On voit que le taux de mutation est corrélé à la taille du génome. Plus un génome est important, les bases, ce sont les bases azotées, si vous voulez, les nucléotides de l'ADN. Et là, ici, vous avez le taux de mutation. Donc on voit que le taux de mutation est plutôt important. 10 puissance 6, ça veut dire qu'en fait, il y aura une mutation tous les 1 million de, de duplication de l'ADN. 10 puissance 11, ça veut dire qu'il y aura une mutation toutes les 10 puissance 11 paires de bases. Ce qui fait que c'est gigantesque. Donc plus le chiffre est petit, et ça veut dire que plus le taux de mutation peut être important. Et plus le chiffre en est vers le bas, et moins le taux de mutation est important. C'est comme ça qu'il faut comprendre le graphique. De même, ici 10 puissance moins 3 bases, en millions de bases, ça veut dire qu'on est à quelques milliers de bases ou dizaines de milliers de bases. Et 10 puissance 2 millions de bases, ça veut dire qu'on est en millions, centaines de millions ou milliards. On vous a aussi coloré différents points. On vous avait les virus en bleu, les bactéries et les archées qui sont aussi des bactéries en rose et violet, et en vert les eucaryotes. Les eucaryotes, c'est toutes les cellules qui possèdent un noyau et des organites cellulaires, et c'est par exemple tous les animaux, toutes les plantes, etc. Donc nous, on s'intéresse plutôt aux bactéries en rose. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que ces bactéries en rose ont plutôt un petit génome. On va dire 10 millions de paires de bases, on va prendre celle-ci là. Et cette petite bactérie qui a 10 millions de paires de bases, 10 millions de bases, possède un taux de mutation de 10 puissance 8. Ça veut dire que tous les 100 millions de, réplications de son ADN, il y aura une mutation. Mais vu que son nombre de paires de bases, c'est 10 millions, il y aura à peu près, si on fait un calcul à la louche, 10 mutations par réplication. D'accord? Ce qui veut dire qu'on aura une mutation à peu près toutes les 10 réplications, soit une toutes les 200 minutes, parce qu'une bactérie se reproduit toutes les 20 minutes. Donc en gros, en 200 minutes, c'est-à-dire à peu près 3 heures, un peu plus de 3 heures, une bactérie pourra subir une mutation. Ce qui est énorme. Alors que chez nous, qui possédons un génome beaucoup plus important, on aura beaucoup moins de mutations. Et en plus, on possède beaucoup plus de sauvegarde de notre ADN qui permet d'éviter la mutation d'ADN, qui peut être dangereuse. Donc si on part du principe qu'une mutation arrive toutes les 3 heures chez une bactérie, en une journée, une bactérie peut muter quand même de nombreuses fois. Si jamais cette mutation touche un gène et que ce gène lui procure la capacité de résister à l'antibiotique, cette bactérie devient résistante à l'antibiotique. Donc, maintenant, il faut essayer de voir ça en termes de sélection naturelle. Donc, on essaie de se repasser dans la sélection naturelle. Votre bactérie qui a muté en une journée, peut-être une fois, si elle a eu de la chance, c'est qu'elle est devenue résistante à un antibiotique. Et si elle se retrouve en présence de cet antibiotique, imaginez qu'elle vit à l'hôpital, dans une personne qui a une prescription d'antibiotiques, eh bien cette bactérie-là va survivre, mais pas les autres. Comme cette bactérie va survivre, elle va pouvoir se reproduire, et elle va transmettre son avantage à ses descendantes, donc cet allèle qui lui procure la résistance. Voilà pour la question 2. Voyons la question 3 maintenant. On vous demande à l'aide de ce document 4 d'expliquer la sélection des bactéries résistantes aux antibiotiques.
Donc il y avait ce document et celui-ci. Donc ce que l'on voit, euh, c'est qu'on est ici en présence d'un graphique qui vous montre que pour différentes concentrations d'antibiotiques, on n'a pas forcément les mêmes effets sur les courbes. Nous voyons aussi que dans une population de bactéries, il existe toujours une bactérie ou plusieurs naturellement résistantes à l'antibiotique à cause de ces effets de mutation que l'on vient de voir. Donc, si on a une prescription d'antibiotiques et qu'on prend une certaine dose d'antibiotiques, si on prend une petite dose d'antibiotiques, on voit que ça n'aura pas d'effet sur la résistance et la sélection de mutants. Si on voit qu'on prend une très grande dose d'antibiotiques, on ne sera pas non plus dans une fenêtre de sélection des mutants résistants. Par contre, si la dose d'antibiotique est mal adaptée par le médecin et qu'elle se situe dans cette zone orange qu'on appelle la fenêtre de sélection des mutants résistants, alors la personne qui possède cette concentration d'antibiotiques insuffisante va, sans le vouloir, sélectionner des mutants résistants aux antibiotiques. Tout simplement parce que ces bactéries ne vont pas toutes être tuées. Les résistantes vont survivre, les vertes, elles, qui ne sont pas résistantes, meurent, bien entendu. Et au cours du temps, on va avoir d'une bactérie résistante, on va avoir 2, 3, 5, 10, 100 000, 1 million, 10 millions. Et comme ça, on va avoir, vers la fin, au bout d'un certain temps, pardon, une population de bactériennes totalement résistante aux antibiotiques. Ce que l'on peut conclure, c'est que le choix de l'antibiotique, mais surtout de la dose à administrer, est extrêmement important pour éviter justement cette sélection de mutants. À cela, on aurait pu ajouter aussi l'heure de prise de l'antibiotique, parce qu'il s'avère que prendre un antibiotique le matin tôt au réveil, ou plutôt le soir après le repas, ou pendant le repas, est beaucoup plus efficace que prendre l'antibiotique en pleine journée. Parce qu'on a un rythme biologique, notre corps a un rythme biologique assez particulier, qui fait qu'il est plus réceptif aux médicaments en début de journée ou en fin de journée. Et si vous faites des études de médecine, vous verrez que c'est très intéressant comme travail. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est un antibiotique au final. Donc voici le document que je vous rajoute. Donc vous avez ici deux boîtes de pétri dans lesquelles on a ensemencé des bactéries. Ces petits trucs blancs, ces petits ronds blancs, ce sont en fait des centaines ou des milliers de colonies de bactéries. En gros, avec un petit ustensile en métal, on a étalé des bactéries. Et elles se sont développées, elles ont fait un petit film et une petite épaisseur et une petite couche de bactéries, de partout. Au départ, la boîte de pétri était entièrement blanche, entièrement recouverte de bactéries. Et après, on a placé les antibiotiques, c'est les pastilles blanches, à certains endroits. Et on attend comme ça quelques heures, quelques jours. Et on essaie de tester comme ça quels sont les antibiotiques qui sont efficaces. Donc c'est tout simple. Si on a un antibiotique efficace, eh bien il va détruire les bactéries qui l'entourent. Plus l'antibiotique sera efficace, et plus le diamètre du cercle de destruction dans le tapis bactérien sera important. Ici, dans cet exemple, on voit que tous les antibiotiques semblent efficaces. Ils ont tous un cercle avec un diamètre important. Et vous voyez qu'il n'y a plus cette couche blanche au milieu, là, autour des antibiotiques. Ce qui veut dire que les bactéries ont été totalement éliminées. Donc ici, on peut dire que ces antibiotiques sont tous efficaces contre la bactérie qui est étalée ici. Par contre, on regarde ici. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a des noms différents pour les antibiotiques, bon, c'est pas ça qui compte. On a bien à chaque fois des antibiotiques différents. On voit ici que cet antibiotique-là a créé un tout petit disque de destruction de bactéries. En gros, il est très peu efficace. Celui-ci de l'antibiotique est un peu plus efficace, celui-là est très efficace, celui-là aussi est très efficace. Par contre, ces trois-là n'ont aucun effet sur le tapis bactérien, ce qui veut dire qu'ils ne sont absolument pas efficaces. Donc si on devait retenir des antibiotiques contre cette bactérie, on retiendrait celui-ci et celui-ci. Et c'est ce qui se passe en fait dans les hôpitaux quand on est face à une personne, comme en introduction, qui a une bactérie multirésistante. On prélève des bactéries. Imaginez que là, on aurait prélevé directement sur la peau de la personne des bactéries et on serait venu les faire se développer sur une boîte de pétri. Et après, on aurait placé différents antibiotiques pour déjà éviter de donner des antibiotiques inutiles à des patients, ce serait pour leur détruire le foie et les reins, et surtout pour trouver le bon. Donc comment ça fonctionne en fin de compte? Vous avez ce petit schéma. En gros, l'antibiotique A n'a aucun effet, et donc inefficace. Le D a un effet très faible, il est donc inefficace aussi, il n'est pas à prescrire. Le B, par contre, semble être assez efficace, et le C est très efficace.
Donc s'il fallait choisir ici, on donnerait le C en premier. Et si on voit que c'est pas suffisant, on pourrait faire un mélange du C et du B. C'est possible aussi en cas de multirésistances, même si ça met les reins et le foie à rude épreuve. Donc un antibiogramme, ça permet de déterminer l'efficacité d'un antibiotique. On place différentes pastilles d'antibiotiques sur une boîte de pétri et on voit le diamètre du cercle de destruction des bactéries. Plus le cercle est grand et plus l'antibiotique est efficace. Au final, je vais vous demander ensuite de faire un schéma qui explique un petit peu comment se met en place la résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au départ, on a une population de bactéries qui est sensible à l'antibiotique. Je l'ai appelé antibiotique Y. Mais comme ces bactéries se reproduisent très vite et ont un petit génome, elles ont assez rapidement une variation de leur génome. Cette variation est liée au hasard, elle est donc aléatoire. Il y a des bactéries qui changent. Certains changements, comme chez la bleue ou chez la violette, ne donnent pas de résistance. Mais chez la bactérie rouge ici, on a obtenu une résistance à l'antibiotique Y. Imaginez qu'après, ces bactéries sont chez une personne et qu'on traite la personne avec l'antibiotique Y. Toutes les bactéries vont mourir, quasiment toutes, sauf celle qui est résistante. C'est ce qu'on appelle la sélection. C'est une forme de sélection, cette fois-ci, entre guillemets naturelle, quand même liée à l'homme. Et la sélection a entraîné ici bah, la préservation, si je peux dire, de cette bactérie. Au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est tout simple. Cette bactérie qui est résistante va proliférer. Elle va donc se répandre dans, je sais pas, sur la table, sur la seringue dans l'hôpital, dans le corps de la personne, et elle va devenir prépondérante. Et ça, c'est un gros problème. De façon générale, comment ça marche? Les antibiotiques, déjà, ça ne fonctionne que sur les bactéries. Ça ne fonctionne jamais, jamais sur les virus et jamais sur les champignons. Donc, si vous avez des rhumes, des grippes, des maladies comme ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques. Parce que la consommation massive d'antibiotiques par les humains, mais aussi par les animaux d'élevage, parce que les animaux, les poulets, les cochons, les vaches, tout ce qu'on mange, étant malades, donc on leur donne des antibiotiques. Et ces antibiotiques restent dans le corps des vaches et sélectionnent aussi des mutants dans le corps des vaches, des cochons, des poulets. Donc tout ça, ça peut au final entraîner, comme on l'a vu, par des mutations génétiques, l'apparition d'une résistance à un antibiotique. Il peut aussi y avoir des transferts de gènes entre bactéries. Ces transferts de gènes, je ne vous l'ai pas montré, ça se passe grâce à ça, ce qu'on appelle la transformation bactérienne. Imaginez que cette bactérie-là, avec son ADN en bleu et un petit plasmide qui a un tout petit bout d'ADN, peut transmettre ce plasmide à une bactérie receveuse. Ça se fait très facilement dans la nature, c'est une façon qu'ont les bactéries de se modifier. Ça peut aussi se faire entre bactéries de souches différentes, hein. Et si sur ce plasmide il y a le gène de la résistance à l'antibiotique, eh bien cette bactérie le possédera, mais la nouvelle bactérie aussi. Et c'est comme ça que les bactéries se transmettent les résistances. Donc ces transferts de gènes, la résistance aux antibiotiques, fait qu'on a une augmentation du nombre de cas de multirésistance dans le monde et un nombre de cas de patients qui meurent de ces nouvelles bactéries très important. À peu près 700 000 en 2016-2017 et sûrement plus de 10 000 en 2050 si on n'a pas de nouveaux antibiotiques qui sont découverts. Et le problème, c'est qu'on n'en a pas. Il y en a très très peu qui sont découverts chaque année. On a eu beaucoup découverts dans les années 50, des années 90, et puis depuis, on est un petit peu à la traîne. Bon, pour conclure, ce qu'on voit, c'est que la médecine applique les concepts de l'évolution. Par exemple, l'utilisation massive d'antibiotiques favorise l'apparition d'une antibiorésistance bactérienne par sélection naturelle des variants ayant subi une mutation aléatoire de leur ADN leur conférant un avantage. Les variants, c'est les bactéries qui ont changé par une mutation de leur ADN. Pour limiter le développement de ces résistances, il faut mettre en place des stratégies prophylactiques adaptées. Par exemple, distribuer moins d'antibiotiques, on l'a vu avec la Suède par rapport à la France, mettre au point de nouveaux médicaments, mais tout simplement pas prendre d'antibiotiques quand on a une grippe ou un rhume, et faire attention aussi, et on voit que cette année et l'année dernière avec le Covid, le port du masque a permis d'éviter grandement les maladies comme les diarrhées, qui sont souvent liées à des bactéries. Donc, on peut facilement éviter ce genre de problème si on se lave les mains, si on a une hygiène assez classique de base. Ça peut vraiment aider. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir, n'hésitez pas à faire des pauses pour prendre les corrections. Et puis sinon, bon courage à vous.